Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Vous êtes à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Plus de 2% des dépenses de l'État sont irrégulières selon le rapport 2017 de l'autorité supérieure de contrôle d'État, aussi bien dans les comptes de dépôt que dans le carburant. Les malversations se multiplient dans l'administration publique, constate l'institution de contrôle. Et selon les contrôleurs, la corruption prend de l'ampleur d'année en année. Pourquoi cette montée de la corruption alors qu'une loi a été votée en 2015 pour aider à combattre le phénomène? C'est la question de controverse ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Luc Marius Ibriga, il est contrôleur général d'État. Avec nous, M. Seydou Baro, le substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il est là au nom du ministère de la Justice. Avec nous, le docteur Claude Ouetta, il est secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption. Et avec nous, M. Nestor Kietga, il est du syndicat burkinabé des magistrats. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Retenez que cette émission est interactive en deuxième partie. Vous pouvez nous appeler au 20 40 79 03 pour participer, je dis bien, en deuxième partie donc de cette émission. Alors messieurs, on va commencer par vous, puisque c'est vous qui avez fait le rapport qui est l'objet donc du débat de ce soir. Le rapport, je le répète, 2017, qui a été publié cette semaine à Ouagadougou. Et vous constatez que la corruption prend de l'ampleur. Oui, je pense qu'il faut d'abord resituer le contexte de ce rapport. Ce rapport, c'est le rapport que nous faisons chaque année depuis la fin de la transition sur la gestion du gouvernement l'année précédente. Et donc, le premier exercice a eu lieu en 2015, en 2016 plutôt pour l'année 2015. On a fait l'exercice de 2016 et là, maintenant, c'est l'exercice 2017. Et donc, c'est sur acceptation de l'exécutif que cet exercice est fait pour voir quelles sont la manière dont l'État, le gouvernement, au niveau des ministères, la présidence, le premier ministère et les départements ministériels ont géré l'argent public. Et là, le constat, c'est qu'il y a environ 5 milliards de malversations. Ce que nous constatons, c'est que nous avons 4 points de contrôle. Okay. La commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance et le carburant. Et donc, quand nous comparons, et c'est ça le but de l'exercice, c'est d'amener les gouvernants à regarder la progression de leur attitude par rapport à la gestion du bien public. Et quand nous regardons de 2015 à 2017, nous remarquons qu'en 2015-2016, nous avons eu une baisse des irrégularités. Mais 2016-2017, nous avons une augmentation des irrégularités. Et donc, cela montre bien qu'il y a une attitude de relâchement dans la saine gestion du bien public. Et vous dites tout cela parce qu'il y a un manque de répression. Oui, nous disons de ce point de vue que quand vous regardez 2014, parce que nous avions des rapports de 2014, même si nous ne faisions pas l'audit, mais quand vous prenez les rapports de l'année 2014 de la SELC, vous voyez bien qu'il y a des malversations. En 2015, quand nous avons fait l'audit de la présidence du FASO, nous avons fait les audits dans les différentes sociétés d'État, on avait remarqué véritablement des cas de mauvaise gestion. Mais en 2015, il y a eu une baisse due peut-être à la situation exceptionnelle de l'insurrection
et du fait du changement qui faisait que les uns et les autres se sont dit, bon, peut-être qu'il faut réfréner ses ardeurs. Faire attention. Voilà. Et donc, on a vu cette baisse-là jusqu'en 2016. Et on remarque cette remontée des irrégularités en 2017, et nous l'expliquons par le fait qu'il n'y a pas de sanctions dissuasives. Parce que dans la période de l'insurrection jusqu'à maintenant, vous avez, les langues se sont déliées, les journalistes publient des choses, les corps de contrôle mettent en exergue des cas de mauvaise gestion, mais on n'a pas la suite qui est la sanction administrative ou la sanction judiciaire. D'accord. Je donne la parole au monsieur de ma droite. Monsieur Barrot, d'abord, parce que vous, non seulement vous êtes substitut du procureur, mais vous êtes dans le pôle économique. Comment expliquez-vous justement le fait qu'il y ait des rapports, comme le dit le professeur, il y a des articles de presse qui devraient vous permettre de faire le travail, en tout cas judiciaire, mais jusque-là, rien. Merci bien, monsieur Gongo. Je voulais, avec votre permission, rectifier ici agent du ministère de la Justice, mais ici, là, sur ce plateau, pour le compte du parquet près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Alors, à la suite, je dirais, des récupérations du professeur en ce qui concerne les aspects répressifs de la lutte contre la corruption, notamment l'action judiciaire, il estime que peut-être la justice n'est pas assez ferme pour dissuader, je dirais, les auteurs d'infractions, bien ceux qui s'adonnent à la commission de tels faits, d'avoir en tout cas à se ressaisir. Alors, nous sommes, si nous sommes saisis, je parle du parquet près du tribunal de grande instance, je reprends le procureur du Faso, alors, saisis des dossiers de l'ASC. Lorsque nous sommes saisis, je pense à ce jour, les dossiers qui sont transmis au parquet sont étudiés et nous exerçons des poursuites. Et le professeur a dit que c'est suite à un audit. Sur une année, les dépenses sont effectuées au niveau de l'administration, au niveau de certaines institutions. L'ASC procède à un audit et l'ASC relève des irrégularités, ce qu'ils appellent des irrégularités. Le rapport est transmis au niveau du parquet. D'abord, il y a deux volets, et il y a des aspects en ce qui concerne l'analyse de ces rapports. Si nous prenons les rapports, il y a un certain volet qui, volet parlant toujours des irrégularités qu'on peut analyser comme étant des fautes de gestion parce qu'a priori, on ne trouve pas de coloration pénale au fait. Mais lorsque les rapports sont transmis, c'est y compris ces aspects, si bien que nous, même si on décide d'ouvrir une information judiciaire, c'est ce que nous faisons, in fine, c'est un non-lié. Ce qui constitue un acte, je dirais, de malgouvernance entreprise parce que des dépenses, des fautes de gestion ont été commises, des dépenses ont été effectuées sans respecter l'orthodoxie financière, n'a pas forcément une coloration pénale. Et cette difficulté, nous l'avions avec l'ASC à ce jour. Parce que si on transmet, nous, les aspects pénaux au sens strict du terme sont analysés, font l'objet de poursuites et les juges d'instruction sont saisis de ces faits. Maintenant, pour revenir au régime juridique même des enquêtes en la matière, c'est après un audit que le rapport est transmis au ministère public. Et le ministère public décide de requérir l'ouverture de l'information. Vous savez que les rapports, ce que l'ASC fait, c'est un rapport. Très souvent, lorsque le rapport est transmis au parquet, nous sommes obligés de saisir par mois les officiers de police judiciaire pour approfondir certains aspects. Donc, le cadre juridique de l'enquête, c'est l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire met du temps. Et si on veut même appréhender la réalité des choses, il faut éviter d'aller très rapidement. Sinon, on dira, bah, on risque de lâcher la proie pour l'homme. Et l'enquête préliminaire, ce n'est pas la flagrance, bien évidemment, on ne prend pas quelqu'un main dans les sacs, si bien qu'il faut nécessairement requérir l'ouverture d'une information et informer sur les faits, instruire davantage pour situer les responsabilités. Et nous sommes aussi dans la dynamique de la lutte contre la délinquance économique et financière. L'infraction de corruption est une infraction sous-jacente
à l'infraction de blanchiment des capitaux. Lorsque on est dans l'hypothèse de la criminalité économique, je pense que l'aspect criminel au sens strict du terme n'intéresse pas. Au-delà, il faut s'intéresser au patrimoine des personnes qui sont mises en cause. Et au-delà même, les réseaux familiales, les parents, les alliés, ainsi de suite. Donc, les enquêtes économiques sont d'une certaine complexité, si bien que ça prend du temps nécessairement. D'accord. On va vous arrêter là, le temps de revenir à vous. Docteur Ouetta, on va vous donner la parole puisque vous n'avez pas encore réagi. Vous faites aussi des rapports similaires parce que vous venez de publier un rapport, surtout dans le secteur de la santé, la perception des populations dans ce domaine-là. Ça, c'est un exemple que je prends, mais vous êtes des habitués des rapports, en tout cas, dans le domaine de la corruption. Est-ce que c'est le même constat aussi que vous avez aujourd'hui, cette perception que vous aussi vous faites des rapports, comme la SELC le fait, et donc rien à la fin après ces rapports-là? Bon, peut-être avant de parler effectivement de la question de l'impunité, il faut peut-être que je vous dise que le constat que la SELC fait sur effectivement, j'allais dire la régression de la corruption entre 2014 et 2016, c'est le même constat que nous faisons. Parce que quand on regarde en 2014, il y a 19% des Burkinabés qui disaient que la corruption régressait. En 2015, ils sont 48% à dire que la corruption régresse. En 2016, ils sont 52% à dire que la corruption régresse. Donc vous voyez que le nombre de Burkinabés qui estiment que la corruption régresse monte. Mais en 2017, le pourcentage est retombé à 37%. Donc ça veut dire que dans la perception des Burkinabés, entre 2014 et 2016, il y a une forte proportion de Burkinabés qui estiment que la corruption régresse. Malheureusement, à partir donc de entre 2016 et 2017, bon, ce pourcentage-là, effectivement, de Burkinabés est retombé à 30%, disons, un tiers des Burkinabés, alors qu'on était à la moitié des Burkinabés qui estimaient que la corruption régressait en 2016. Et donc, on fait exactement le même constat que la SELC. Et les raisons aussi sont les mêmes? Les raisons sont les mêmes. Nous pensons que si, effectivement, au niveau administratif et au niveau pénal, il y avait des sanctions, on aurait probablement, en tout cas, eu moins de pourcentage de Burkinabés qui allaient estimer que véritablement la corruption était donc en train de régresser. Donc je pense que si on arrive à prendre la mesure de la situation et si on arrive effectivement à administrer un certain nombre de sanctions, maintenant, je constate que les juges pensent que les choses sont complexes. Bon, au plan économique, l'analyse, bon, je pense qu'il y a une évolution dans ce sens avec les pôles judiciaires spécialisés. On espère que ça va nous permettre effectivement de sortir de Sauf cette que c'est au situation. niveau des pôles judiciaires qu'on constate que les choses sont complexes. Donc finalement, bon, on se dit... avant les pôles judiciaires, en fait, parce que pour nous, les pôles judiciaires viennent à peine de s'installer il y a 1 an, à peine. Et même en termes de fonctionnalité, on Je répète que M. Barrault est substitut du procureur, il est aussi spécialiste, il est au niveau du pôle économique. Bon. Et donc, c'est lui qui vient de dire tout à l'heure, écoutez, la situation est tellement complexe qu'il est difficile d'aller au rythme que vous voulez. D'abord, M. Kedga, qui est là. Merci bien. Qui est aussi directement concerné, puisque... il semble que les dossiers dorment dans les tiroirs. Voilà. Merci bien pour la parole, merci pour l'invitation. Alors, le phénomène de la corruption, lorsqu'on l'analyse sur le plan judiciaire, nous convenons avec vous qu'il y a des insuffisances,
des insuffisances, mais ces insuffisances ont quand même des explications. D'abord, c'est la complexité donc, des procédures, comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est comme les autres infractions, justement. Donc, tout ce qu'on pense des autres procédures, c'est un peu la même chose au niveau de la corruption. On ne peut pas, du jour au lendemain, produire une décision à même de montrer donc, aux yeux du monde que, voilà, on réprime, mais c'est un processus. Alors, je suis d'avis que aussi, la justice aussi doit améliorer son travail. Il doit tendre beaucoup vers l'autosaisine à ce niveau. Voilà, parce que quand, à un moment donné, la presse fait état donc j'allais dire, d'audience qui s'est menée donc à Koussiam, on doit pouvoir appeler des gens et puis les entendre, les écouter. Là, bon, ça va quand même donner aussi une leçon. Mais tout compte fait, je voudrais, à la suite donc de ce qui a été dit, ajouter que, bon, il faut reconnaître que la différence qui existe entre les rapports qui ont été produits en 2014 et 2015 et 2016 et 2017, bon, ça, c'est raison qu'il faut aussi, il ne faut pas ignorer, tenant compte même de la situation politico-administrative du pays. Voilà. Vous savez que quand on parle de l'impunité, ça revêt deux aspects. Au plan administratif aussi, il y a un peu l'impunité. Voilà. Imaginez un peu de 2014 à 2015, nous étions dans une situation insurrectionnelle, c'était un gouvernement de transition qui était là. Il n'y avait pas de clientélisme politique comme ce que nous avons connu après les élections. Voilà. Les gens n'avaient pas d'appui, n'avaient pas de soutien politique. Mais maintenant, après les élections, il y a en tout cas un parti majoritaire qui a eu le pouvoir, qui a instauré son clientélisme politique. Donc, ce qui fait que l'administration, du coup, donc, il y a des connexions et des ramifications qui fait que, en tout cas, les vieilles habitudes prennent des sources de plus belles. Voilà, il y a ces phénomènes aussi qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Alors, avant de revenir à vous, M. Barrot, on va écouter le ministre de la Justice qui était sur ce plateau juste avant-hier, mardi, et il s'est prononcé sur cette question des rapports de la LCE. Nous écoutons René Bagoro. Souvent, les principes de la justice ne sont pas connus. Je ne vais pas critiquer le rapport de la LCE, mais lorsqu'on parle d'irrégularité, une irrégularité n'est pas forcément un acte infractionnel. Il peut y avoir une irrégularité au plan de gestion budgétaire, mais sans que ça ne puisse être qualifié d'infraction. Est-ce que ça, ce n'est pas la justice des statuts? Non, ce n'est pas la justice des statuts, c'est au législateur, parce que les infractions sont prédéterminées, avec des éléments constitutifs. Ce n'est pas le juge qui crée l'infraction. Lui, il analyse des faits. Il constate l'infraction. Non, il constate. Mais pour constater, il faut que les faits puissent être caractérisés. Nous allons bientôt avoir une rencontre avec la SCE pour travailler sur ces questions. Aujourd'hui, dans beaucoup de cabinets de magistrats, il y a des dossiers qui ne sont pas exploitables. Parce que ce sont des faits qui, sur le plan de la gestion budgétaire, sont des irrégularités, mais qui, au plan infractionnel, au plan pénal, ne sont pas des infractions. Or, c'est ça le danger de croire qu'on envoie des dossiers devant le juge qui ne juge pas. Parce que le juge est lié par la loi et il étant le dernier rempart, il ne peut pas se contenter de la rumeur, il ne peut pas se contenter de ces gens. Donc, il faut... Sauf qu'on a ici affaire à des dizaines de dossiers de corruption avérés. Oui, même si les cas que vous venez de citer ne sont pas pris en compte, quand même, on devait avoir un jugement. S'en fout. Je vais vous dire, moi, quand je n'étais pas encore ministre, j'ai fait une enquête au profit d'une institution. Les juges d'instruction, ils se plaignent. Les dossiers arrivent, ils n'ont pas de fonds. Les juges sont obligés d'aller auditionner des gens. Et quand ils vont auditionner les gens, ils présentent des preuves. Alors, ailleurs, on voit des juges qui s'auto-saisissent même d'un certain nombre de situations. Ici, je pense que c'est... Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille étape par étape. C'est un rêve. Parce que, non, ce n'est pas un rêve. Il y a eu des cas ici, ce n'est pas un rêve. L'auto-saisine au Burkina Faso. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve ici. C'est parce que les juges ne font pas un peu de la publicité sur eux. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été gérés parce que le procureur a enclenché la procédure lui-même pour que les choses... Voilà, on a écouté donc le ministre de la Justice. Je voudrais qu'on se concentre sur le rapport. Parce qu'il dit qu'il y a des dizaines de rapports qui ne sont pas exploitables. Alors que la loi vous confère, je pense, si je ne raconte pas, je n'ai pas découvert dans la préparation de cette émission, un statut de police judiciaire. Désormais, vos rapports sont comme des procès-verbaux de
de gendarmerie ou de police. Oui, d'accord. Ce que dit le ministre est vrai. Il y a dans nos rapports des éléments qui relèvent des fautes de gestion. Et voilà pourquoi nous disons que la sanction n'est pas seulement judiciaire, elle est aussi administrative et disciplinaire. Et donc, il faut qu'il y ait la sanction disciplinaire. C'est pour cela, dans notre conférence de presse, nous avons dit qu'il faut que les conseils de discipline soient réactivés pour sanctionner les fautes de gestion. Parce que, et il faut que les manuels de procédure soient remis en place. Maintenant, pour les dossiers que nous envoyons au niveau de la justice, qu'on nous dise que ce n'est pas exploitable, je m'inscris en faux. Parce que ailleurs, nous sommes allés, nous avons vu des magistrats, ce sont les mêmes dossiers d'audit sur lesquels ils travaillent et ils arrivent à la qualification. Parce que avant l'adoption de la loi organique 0422, la SE n'avait pas un pouvoir pour qualifier les faits. Nous rassemblions les faits et nous les mettons à la disposition du juge. Je m'inscris en faux parce qu'un juge, quand il y a un acte qui est posé, un crime, ce sont des faits qu'il a. Il analyse les faits et ensuite il les qualifie. Alors, comme nous disent que les dossiers qui ne sont pas exploitables, non. Qu'on les ait analysés et qu'on arrive à la constatation qu'il n'y a pas d'infraction est une chose. Mais que les dossiers dorment et qu'après nous faisons des non-lieux ou des choses, parfois même sur des fausses accusations de l'ASE, je dis, je ne suis pas d'accord. C'est pour cela qu'il a été créé les pôles judiciaires spécialisés. D'accord. Ils vont réagir d'abord. Les juges à avoir une spécialisation et lire les dossiers financiers et économiques. Les juges qui sont là vont réagir immédiatement. D'abord, M. Barreau. Oui, merci bien. Le professeur n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que les rapports ne sont pas exploitables, alors qu'ailleurs, ça se fait comme ça et puis on en arrive justement à des résultats concrets. Je comprends parfaitement les préoccupations du professeur, mais avant, je voulais réagir. Non, directement au professeur pour qu'il y ait débat, parce que sinon on va tourner un peu en rond. Sur ce point précis, je peux dire au professeur que cette semaine, courant cette semaine, j'ai réglé un dossier où mon réquisitoire définitif, c'était un non-lieu. Le dossier est parti, le juge d'instruction a rendu son ordonnance, il a abouti à un non-lieu. Lorsqu'on dit non-lieu, il a dit que l'ASE n'était pas habilité à qualifier les infractions avant 2015, la loi de 2015, mais actuellement elle a habilité dans toutes les hypothèses. Le ministère public n'est pas lié. Si vous faites vos rapports, vous les adressez au ministère public, nous les analysons à l'aune du dispositif répressif. Et nous procédons à la qualification des faits et des poursuites sont exercées en fonction des qualifications pénales que nous avions trouvées. Et la réaction du ministre relativement donc à ces dossiers, moi je pense qu'il y a une part de vérité. Il y a certains dossiers, à l'analyse, on ne peut avoir aucune coloration pénale. On n'aboutit pas à la constitution d'une quelconque infraction. Au-delà de l'infraction de corruption, il y a bien d'autres infractions. Et très souvent, pour des raisons pratiques, nous sommes obligés de poursuivre certaines infractions au lieu d'autres infractions dans une dynamique d'efficacité. C'est pour dire que si on dit qu'il y a un non-lié, c'est certainement qu'il n'y a véritablement pas une corrélation, les faits n'ont véritablement pas une corrélation pénale. Si on veut bien évidemment le dossier est là, peut-être que le juge d'instruction, il a rendu sa décision récemment. Je peux peut-être citer le nom du dossier. Il peut aller constater s'il veut, il peut exercer éventuellement. On ne va pas révéler comme il s'agit de situations qui intéressent les individus. Donc, sincèrement, pour dire que la préoccupation de l'ASE et du RELAC est aussi celle du parquet. Nous sommes commis à la même tâche, c'est le dispositif répressif. Et moi, je suis étonné par moi, je dirais, de la position du professeur Ibriga sur mon professeur. Mais lorsque vous transmettez des rapports, vous agissez en tant qu'officier de police judiciaire. C'est vrai, il y a le statut de l'ASE qui est là. Bon, on n'a pas dit de travailler à ce qu'il y ait cette espèce de collision frauduleuse entre le parquet et puis l'ASE. Nous, on n'en veut même pas. On est là pour la transparence. Mais véritablement, dans le fond, on n'a aucun intérêt. Je dis bien, on n'a aucun intérêt à maltraiter les dossiers de l'ASE. Et
pour revenir à l'aspect statistique, les statistiques en son temps, lorsqu'on faisait tous la philosophie, on a dit que la philosophie est la réelle mère de toutes les sciences. C'est à partir de la philosophie qu'on arrive à appréhender, expliquer les autres matières. Aujourd'hui, ce sont presque les statistiques. Ce qu'ils ont dit, c'est la perception, l'indice de perception de la corruption. On dit en 2017, c'était tel pourcentage. En 2018, c'est tel autre pourcentage. Lorsqu'on analyse, bon, véritablement, on ne peut pas résister à de telles statistiques. C'est difficile. Mais comme c'est une perception, on l'appréhende comme telle. Et je veux qu'il réagisse pour qu'il y ait débat, parce que ça fait un bout de temps que vous parlez. Oui. Et vous répondre directement, parce que là, ce ne sont que des perceptions, mais ce n'est pas forcément peut-être la réalité des faits. Oui, bon. Chez nous, ce ne sont pas des perceptions. Il répondra. Oui, mais de toute façon, on a, comme quoi, en fait, les perceptions, quelquefois, peuvent effectivement aller dans le même sens que les chiffres. Bon, moi, je suis un économiste. Voilà. Nous travaillons sur les quantités, les chiffres, les prix, les machins et tout ça. Mais lorsque vous avez une analyse de la perception, je pense qu'il y a effectivement des aspects qui sont des aspects qualitatifs, mais il y a des aspects quantitatifs. Tout ce que je vous ai cité là, c'est des chiffres. Donc, il n'y a pas une muraille de Chine entre effectivement l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. Et quand vous regardez, vous les juges, est-ce que vous travaillez sur les quantités? Vous travaillez sur la qualité? Quand on regarde tout le travail que vous faites là, c'est sur quoi? Vous n'avez pas d'aspect quantitatif. Vous analysez les dossiers, vous interprétez, etc., etc. Mais personne ne va dire que, parce que justement le juge n'a pas de chiffres, il fait une analyse qui est mauvaise. Sauf qu'il a une infraction qu'il qualifie. Voilà, une infraction qu'il qualifie. Donc je pense que ce qui est important, en fait... Il veut parler de la réalité. Donc, juge, infraction, qualification, en fonction de la législation, voilà. Il donne son verdict. On n'a pas besoin de quantité pour ça. Là, non, au niveau de la législation, quand on prend la définition de la corruption, la définition qui est donnée par la loi 04 et par la Convention des Nations Unies, c'est une définition large. On dit corruption et infraction assimilée. Et quand la loi elle-même définit que si quelqu'un fait un marché, alors que le marché n'est pas inscrit dans le plan de passation de marché, il s'agit d'un détournement. Cela arrive au niveau du juge. Le juge, non, il n'y a pas de détournement, alors que c'est la loi de finances qui le dit. Il dit qu'il n'y a pas de détournement, que c'est une faute de gestion. Non. Si le juge est lié par la loi, il doit suivre la loi. C'est parce que les juges n'ont pas une formation en matière comptable et en matière financière. Il faut qu'ils reconnaissent cela. Ils ont des limites à ce niveau. Parce que, ailleurs, je prends seulement le cas du juge Eva Joly. Eva Joly n'a pas besoin qu'on lui donne, ce sont des rapports d'audit qu'on lui a menés et qu'on creuse pour trouver l'infraction. La corruption, c'est une infraction dissimulée. Et parce que c'est une infraction dissimulée, on ne peut pas simplement s'en tenir à l'apparence des faits pour dire que ce n'est pas une infraction. Alors, et ça, je dis, il faut, et les pôles judiciaires spécialisés, je suis content qu'ils existent, parce qu'on va avoir des juges qui vont être spécialisés. Parce que le juge généraliste qu'on avait, ce n'est plus possible dans plusieurs domaines. Et on le voit, que ce soit le terrorisme, que ce soit les affaires économiques, que ce soit dans d'autres domaines. Il faut de la spécialisation pour pouvoir traiter les dossiers. Le problème avec vous, d'abord, M. Kerga, c'est un problème de spécialisation. Parce que vous ne comprenez pas toujours les questions économiques. Ok. Bon, j'admets qu'il y a un problème de spécialisation. Nous-mêmes, nous l'avons plusieurs fois posé au niveau de notre magistrature. On manque vraiment de spécialisation. Du jour au lendemain, on passe du pénal à l'administratif, de l'administratif au commercial, du commercial au social. Bon, c'est un véritable problème. Mais ici, il faut reconnaître que quand le ministre dit que l'irrégularité ne correspond pas toujours à l'infraction, il y a quand même une part de vérité. Voilà. Et c'est cette même logique que le collègue du parquet défend.
Mais il faut... Là, le professeur a pris des exemples. Voilà, le professeur aussi a pris des exemples concrets. Dans une définition qui existe déjà dans la loi de finances. Oui, mais vous allez chercher une qualification. La loi de finances, par exemple, ce n'est pas le code pénal. La loi de finances, c'est une loi qui régit effectivement les finances. Mais l'irrégularité qu'il soulève n'est pas collée à une infraction donnée. En fait, c'est ça le problème. Voilà. C'est-à-dire, au lieu, en fait, l'erreur administrative, c'est-à-dire l'irrégularité, il faut pouvoir le rattacher à un élément légal qui existe. Un élément légal qui définit l'infraction, comme le ministre l'a dit. Il y a des éléments caractéristiques qui sont prédéterminés. Et c'est à l'aune de ces éléments que le juge analyse le fait qui est incriminé. Monsieur Barreau. Et je dirais ce que je voulais ajouter par rapport au rapport d'audit et aux pièces comptables. Alors, il s'est avéré souvent, quand on passe pour le rapport, on peut constater l'irrégularité. Mais par la suite, l'agent comptable ou en tout cas l'ordonnateur peut amener des pièces pour justifier la situation. On sait aussi comment fonctionnent nos finances. Voilà. Et quelque chose peut constituer une irrégularité à un instant T, lors donc du rapport ou de l'enquête, et à l'achèvement, lorsqu'on veut l'instruire en tant qu'infraction, lorsqu'on veut le juger investiguer, des preuves viennent détailler. Et ça peut être des preuves antidatées. Bon, là, si c'est des preuves antidatées, l'infraction demeure. Si je dis des preuves, ce n'est pas véritablement des documents, aussi des faux documents concoctés. Oui, mais il faut savoir, il faut faut arriver peut-être à savoir que c'est un faux document. Justificatif. Allez-y. Sur ce point, oui. Il y a un temps pour les justificatifs de la gestion. On a jusqu'au 28 février pour justifier. Toutes les pièces qui ne sont pas données à cette date-là, on considère que la dépense n'a pas de justificatif. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas ça. Le juge ne connaît pas ça. Et que quelqu'un vienne après avec des documents qu'il n'a pas présentés au moment de la chose. Et puis on prend, on dit non, il a justifié. Non. Non. Là même, ça devait être qualifié comme du faux. Parce qu'au moment, le délai, il y a expiration. C'est prescrit en ce moment. Le délai est dépassé. Et tout comptable le sait. Que passé cette date, les justificatifs qu'il apporte n'a aucun effet. Non, pas. Monsieur Barreau. Oui, je comprends bien. Mais ce que le professeur dit, je ne suis pas totalement d'accord. Oui, mais on est là pour ça. C'est le droit. Nous sommes dans le droit pénal. Nous sommes dans le droit pénal. La personne, parce qu'elle n'a pas pu produire des éléments de preuve à un certain moment, dans un délai précis, on ne peut pas déduire directement qu'il y a infraction si, après coup, le dossier est devant le juge d'instruction. Mais c'est prescrit, on dit, le professeur le dit très bien. À partir de février, du 28 février, si vous n'avez pas déposé votre preuve, c'est que vous ne pouvez plus justifier. Il y a un délai. Quand on fait la sanction doit tomber. Parce que en ce moment, c'est trop facile. C'est comme si le criminel, c'est-à-dire que si on raisonne sur le plan uniquement pénal, parce que les infractions économiques, elles ne sont pas simplement pénales. Ces infractions-là sont des infractions financières. Et s'il y a des brigades financières pour juger, on ne tient pas compte seulement de l'aspect pénal. Parce que la question financière, les règles financières s'appliquent également. Et on ne peut pas faire une fixation sur le code pénal et on abandonne la loi. Monsieur Barreau n'est pas d'accord avec vous. Monsieur Barreau. Je ne suis pas en train de faire une fixation sur le droit pénal, mais les lois spécifiques dont on parle, ce n'est pas que le code pénal. Il y a des lois spécifiques qui sont adoptées chaque année qui contiennent des incriminations. C'est du droit pénal ou ce n'est pas du droit pénal. Mais dans cette hypothèse, le professeur lui-même il a parlé relativement aux sanctions en ce qui concerne la corruption, au sens strict du terme. Il a parlé de sanctions pénales, sanctions administratives. C'est le problème qu'il pose. Peut-être que sur le plan de la gestion, on peut trouver d'autres qualifications tendant en tout cas à sanctionner la personne qui n'a pas pu produire les pièces justificatives à ce moment précis. Mais du point de vue pénal, au sens strict du terme, ce n'est pas une question de carence des magistrats. Je sais que le magistrat financier, l'un de ses outils
c'est les finances, ainsi de suite. On doit apprécier la responsabilité pénale du délinquant à l'aune de l'ensemble de ces instruments. Au-delà du droit pénal, il y a bien d'autres. Il y a l'analyse financière. Mais ici, quoi que l'on dise, il y a l'analyse financière. Non, ce n'est pas que théorique. Théoriquement, ça. Ce n'est pas que théorique. Vous avez développé des choses qui m'intéressent ici. Vous avez dit la corruption. Moi, l'infraction de corruption, c'est une infraction. Vous n'appliquez pas la loi anticorruption. Vous n'appliquez pas la loi anticorruption. Le professeur, il répond. Après, on revient à vous. Oui. Allez-y, Barreau. Monsieur Donc, Barreau. on n'applique pas la loi anticorruption. Récemment, on a reçu une équipe du RELAC. Après une rencontre avec le procureur du FASO, ils ont demandé à avoir quelques statistiques. C'est un défaut, peut-être qu'on a, c'est une question d'organisation. Les statistiques ne sont pas tenues au jour le jour. En ce qui concerne certaines infractions, en réalité, c'est au ministère qu'on doit pouvoir avoir ces statistiques. Vous avez besoin de données. Il vous a expliqué, il vous a fait peut-être le point. Nous lui avons donné, il a dit, de telle période à telle période, on a mis à sa disposition des rôles d'audience. Après, il est passé aux AV. Il m'a dit, je n'étais pas motivé parce que je me disais que je n'allais même pas trouver une seule infraction prévue par la loi 04-2015 qu'on a jugée. Et là, il a fait une fouille rapide. Il dit que j'ai pris d'une dizaine. Et nous sommes atteints et convaincus qu'on ne s'est pas limité à ces infractions, puisque ça, c'est la procédure correctionnelle. Ce sont les dossiers qui sont passés devant le tribunal correctionnel, soit en flagrant délit, soit citation directe devant le tribunal. Mais à côté, il y a des dossiers qui sont transmis au juge d'instruction compte tenu de leur complexité. Et lorsque je parlais de complexité, l'un des critères pour que le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire dans un dossier, c'est la complexité de l'affaire, au-delà de la question de la qualification criminelle. Et ils ont dit, les infractions économiques sont d'une certaine complexité. Ça ne veut pas dire pour autant que les agents qui sont commis à la répression de ces infractions n'ont pas les attributs nécessaires pour y parvenir. Lorsqu'on parle du droit d'accès à la justice, du jugement dans un délai raisonnable, je pense qu'il y a la question de la complexité de l'affaire qui rentre en ligne de compte. Et si on veut aller vite juste pour avoir des statistiques, c'est normal, ça permet à un certain moment de défendre certaines positions. Il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr qu'on va atteindre l'efficacité escomptée. Pour finir, rapidement avec la question de l'autosaisine, c'est le collègue Kierga qui en a parlé. Bon, je sais que lui, il est au niveau du tribunal administratif, c'est vrai qu'il est venu pour le compte des syndicats. Je ne parle pas au nom de tous les parquets du Burkina Faso, mais en ce qui concerne le parquet près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, je pense que pour ceux qui connaissent les activités parquetales savent suffisamment qu'à ce jour, le caractère proactif des poursuites du parquet n'est pas à démontrer. Les journalistes d'investigation sont bien au courant. Ils savent que leurs publications sont véritablement prises au sérieux par les parquets. Très souvent, nous appelons des journalistes d'investigation pour demander qu'ils nous envoient leurs articles de presse relativement à telle ou telle affaire sans que quelqu'un ne vienne ou bien l'ASC ne vienne dire de poursuivre. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais dire qu'il n'y a pas d'autosaisine, l'autosaisine, je reconnais que c'est aussi, elle procède aussi d'une certaine indépendance même des acteurs judiciaires. C'est fait à ce jour. Nous avions des dossiers qui sont tant à la police et à la gendarmerie. C'est d'initiative que le parquet a décidé de diligenter les poursuites dans tel ou tel domaine. Le phénomène de la corruption, on peut en parler. Tout le monde ici, même le collègue en a parlé, le professeur aussi a dit, il y a dans les derniers rapports, on constate que la corruption augmente au Burkina Faso. Bon, nous sommes preneurs, on attend à ce que, bon, comme là c'est une structure de police judiciaire, absolument qu'on pourra peut-être nous envoyer les éléments de preuve précis par rapport à tel dossier, tel marché public pour nous permettre d'avancer dans les débats. Monsieur Durenlac, on attend les preuves précises. Oui, mais on sent effectivement qu'en matière de connaissance en fait, de la loi 04, là, il y a des problèmes. Voilà. Parce que lorsque on nous dit il faut des preuves, on sait qu'au niveau de la loi 04, la question effectivement de la preuve là, elle a été inversée. Et on parle du délit d'apparence. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut demander à quelqu'un de venir effectivement administrer la preuve, par exemple, de l'écart qu'il y a entre sa richesse et puis ses revenus. Voilà. Maintenant, ce n'est plus au juge d'apporter la preuve, mais
c'est à celui, effectivement, celui qui a été indexé, de venir, effectivement, apporter la preuve. Donc, je me dis que il ne s'agit pas, j'allais dire, d'incriminer les juges pour dire que, bon, il faut aller rapidement, et il faut faire les choses... Pour des besoins de statistiques, ouais, c'est pour vous. C'est pas comme ça. Vous travaillez avec les statistiques. Le problème, c'est qu'on a l'impression que vous rentrez, je ne veux pas dire à reculons, vous rentrez doucement dans cette question de la loi 04. Là. Voilà. On n'a pas l'impression que vous êtes pressé de pouvoir effectivement utiliser cet instrument qui nous paraît extrêmement important pour pouvoir effectivement lutter contre la corruption. Voilà. Donc c'est le sentiment qu'on a. Voilà. Maintenant, il se peut effectivement que, bon, vous travaillez avec les journalistes d'investigation, mais nous, on demande effectivement à voir. Voilà. Voilà. On demande à voir, on demande à ce que les journalistes d'investigation également nous parlent de ces questions-là. Bon, vous venez de nous en parler. On espère que les journalistes d'investigation... Non, mais le rôle du journaliste, c'est pas ça non plus. Vont confirmer qu'il y a effectivement des... C'est peut-être aux juges de donner des statistiques pour dire, écoutez, voilà, du 1er janvier au 31 décembre, voici le nombre peut-être de dossiers qu'on a dû diligenter. Lié peut-être à des publications de journalistes. Mais les journalistes ont beaucoup d'autres choses à faire. Moi, je pense qu'ils ont un répertoire sur ces questions, donc de la façon dont ils traitent. Non, ils viennent d'avouer qu'ils ont des problèmes de statistiques, je pense. Bon, le professeur, il essaie de parler de ça. Je veux parler de la charge de travail, il a parlé de spécialisation. Je peux dire véritablement c'est moins un problème de spécialisation à ce jour. C'est plutôt la charge de travail. Ça, avouons-le. Si vous partez dans les cabinets d'instruction, vous allez voir la charge de travail des juges d'instruction. Entre-temps, ils sont obligés de gérer les questions de liberté. Les dossiers économiques et financiers demandent vraiment une investigation très poussée. Ça demande une certaine assiduité. C'est un travail de longue haleine. Alors, si on est entre des dossiers, il faut parer au plus pressé, à l'urgence, il faut faire sortir tel dossier, on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir se concentrer sur les dossiers. Alors que si on est concentré, vous l'aviez dit, il y a certaines informations qu'on arrive à découvrir au fur et à mesure. Mais si on n'a pas le temps pour essayer de se consacrer essentiellement à ça, du coup, ça cause problème. Si bien que, bon, vous dites qu'on ne maîtrise pas, je ne suis pas sûr que c'est fortement une question de maîtrise. Je ne suis pas sûr que c'est une question de maîtrise. Ok, merci bien. Alors, avant d'en venir à l'application de la loi 04, je voulais rassurer le collègue que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autosaisine. J'ai dit qu'il y a des insuffisances que les uns et les autres ont soulevées dans le rapport, notamment l'ASE et puis le RENLAC. Et je prends ces insuffisances comme étant réelles, voilà, qui existent au niveau de la justice, et qu'on doit améliorer notre travail. Je concède vraiment ça. Et j'ai dit au niveau de l'autosaisine, des efforts doivent être faits. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'effort qui est fait. L'effort est fait, mais il le faut plus davantage. Voilà. Je voulais maintenant intervenir sur, en fait, le problème de l'insuffisance de l'application de la loi 04. En fait, ce que je voulais dire à ce niveau, c'est qu'il faut plus doter, en fait, les acteurs de la justice de moyens. Voilà. Par exemple, quand vous parlez du délit d'apparence, en réalité, il est bon que les moyens soient mis entre les mains des acteurs de la justice pour qu'ils puissent essayer d'investiguer sur le cas avant de le confronter avec l'intéressé. Voilà. Parce que dans une situation de délit d'apparence, si vous arrivez à interpeller l'intéressé, c'est très bien que vous ayez un certain nombre d'informations, de preuves déjà, pour qu'ils viennent les constater. Là, ça devient plus intéressant. Mais la justice est placée dans une situation où, lorsqu'il a besoin de finances pour ses investigations, il doit tendre la main encore à l'administration. Si je dis l'administration, comprenez en tout cas le ministère et ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'a pas l'administration parce qu'on voilà, malheureusement. Or, si déjà vous voulez investiguer sur une situation où le gouvernement n'a pas intérêt, c'est sûr que vous ne serez pas doté. Il y a des fuites même. Le simple fait d'exprimer les besoins, déjà, il y a des fuites. Donc, il y a cette difficulté aussi qui est là. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi étoffer un peu la justice des moyens. Voilà, parce que l'indépendance, c'est vrai, on l'a dit, mais l'indépendance financière n'a pas suivi.
partir du moment où la justice n'a pas son budget autonome comme l'Assemblée nationale, alors il fallait un budget pour le Conseil supérieur. Oui, les tribunaux, par exemple, fonctionnent avec des crédits délégués, des régies d'avance. Bon, et je sais que si un juge d'instruction a besoin de l'argent pour aller sur le terrain, il faut qu'il écrive au DAF du ministère. Oui. Bon, tous ces aspects, ça pose problème. Il termine, vous allez réagir. Voilà, je pense que tous ces aspects, ça pose problème. L'autonomie financière, ça compte beaucoup pour pouvoir, je pense, avancer à ces niveaux. De ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est une question sur laquelle nous insistons qu'au niveau de la justice, les juges puissent avoir un fonds d'intervention qui leur permet de pouvoir agir sans avoir besoin de passer par le DAF. La preuve, c'est que quand vous prenez au niveau de la police des polices, pourquoi elle n'a pas de résultat? Parce que la police des polices, quand ils doivent sortir pour aller faire des contrôles inopinés, ils doivent s'inscrire dans la chaîne comptable normale, c'est-à-dire passer par le DAF pour faire les trucs et puis l'ordre de mission et tout. En ce moment, la mission est déjà connue et on alerte tous les policiers qui sont sur le corridor et puis, quand ils arrivent, tout est nickel. Donc, de ce point de vue, je vais dire que c'est une question sur laquelle nous disons le fait que les pôles judiciaires spécialisés existent est une très bonne chose. Nous-mêmes, chaque fois, nous disons les cabinets d'instruction sont surchargés. Et le problème justement de compétences. Non, c'est pas seulement le problème de compétences. C'est ça qui pose le problème de spécialisation. Oui, mais surchargé de personnel. Et les questions prioritaires ne sont pas les questions des dossiers financiers. Comme le substitut a dit, mais quand la question de quelqu'un qui est en prison est là, avec une question d'un dossier financier, la priorité revient au dossier de celui qui est privé de sa liberté. Or, l'intérêt, c'est qu'avec les pôles économico-financiers, quand les dossiers financiers vont venir, ils auront la priorité parce qu'ils sont là pour travailler sur ce plan. Les autres s'occuperont des dossiers concernant les libertés. Et donc, nous insistons fortement sur ça. Mais je dis aussi qu'il faut que, de ce point de vue, les magistrats et le ministère de la Justice commencent déjà à penser à quelque chose. Ceux qui vont être dans les pôles judiciaires spécialisés, il ne faut pas qu'au bout de 5 ans, on les envoie à Tinakov et puis on amène quelqu'un qui était au niveau du tribunal du travail pour venir commencer à faire ce travail. Donc, ça veut dire que la spécialisation dont je parle là est un élément important pour accélérer le processus de sanction. Et partout où la corruption a reculé, c'est parce que la sanction existe, même si nous sommes convaincus que c'est la prévention qui est l'élément le plus important. Mais la sanction dissuade. Mais s'il n'y a pas de sanction, si le dossier rentre et qu'il n'y a rien, les gens sont dans la situation où ils se disent, bon, vous avez beau faire le truc, on va vous rire au nez, bon, ça va dormir et puis on verra. Monsieur Barrois, est-ce que le problème ne se trouve pas peut-être dans la publicisation ou du moins la communication autour donc, de ces dossiers que vous traitez? Vous voulez parler des dossiers de l'ASE? Oui, de l'ASE, mais aussi des dossiers économiques. La publicité autour des affaires. La communication autour, parce que peut-être vous dites que vous faites des choses, mais on ne voit pas, donc on a l'impression que vous ne faites rien. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. De plus en plus, il y a la préoccupation autour de la communication juridictionnelle. C'est de voir dans quelle mesure on peut communiquer autour de certains dossiers. On vous dit que ce n'est pas pour jeter l'anathème sur X ou Y. Très souvent, qu'il s'agisse aujourd'hui de la police judiciaire au sens strict du terme de l'ASE, lorsque un procès verbal est transmis au parquet, c'est souvent suivi d'une certaine communication. On comprend toute la portée, toute la philosophie qui entoure une telle communication. C'est pour mettre aussi une pression supplémentaire sur
le parquet sur les juges qui doivent traiter les dossiers, ben, si le dossier est bien ficelé de telle sorte qu'on puisse aboutir in fine à des condamnations, cela ne pose pas de problème dès lors que dans cette publicité, on a respecté le principe de la présomption d'innocence. Ça, ce n'est pas toujours évident. Ça, ce n'est pas toujours évident. Alors que, bon, on doit, dans cette dynamique-là, être soucieux aussi du respect des droits de l'homme. Du respect des droits de l'homme. Professeur, ça me vient en tête. Vous avez, lors d'une conférence, je pense, parlé d'une situation qui est arrivée, je crois, à Toussiana, où vous avez fait le rapport après un détournement à la perception qui allait, je crois, c'est au tribunal de Bobo, qui a été incendié. En tout cas, même si ce n'est pas vous, je crois que c'est non, c'est par fait. rapport à un certain nombre de dossiers que nous avions et qui ont été complètement mis de côté. Parce que chaque année, pour le rapport général d'activité de la SELC, nous faisons la revue des dossiers que nous avons envoyés dans les différents tribunaux. On fait le tour et avec les greffes, on voit quel est l'état de traitement du dossier. Et ça, chaque fois que vous prenez le rapport de la SELC, vous avez tel dossier, c'est dans tel cabinet d'instruction, c'est de là-bas depuis telle année, et s'il y a eu un résultat, on le donne, le résultat. Donc, de ce point de vue, quand nous parlons, c'est par rapport à des éléments de preuve que nous avons. Et de ce point de vue, l'exemple du non-lieu dont je vous parle, voilà un magistrat qui déclare un non-lieu et il attend plus de 3 mois pour envoyer ça à la SELC. Et il dit que lui, il a demandé des pièces à la SELC qui ne les a pas communiquées. Faux et archi-faux. On a pris le registre de transmission, on est parti au tribunal, on a regardé, ça y est là. Mais les délais sont passés, on ne peut plus. C'est prescrit. Oui. Donc, c'est vous dire que, de ce point de vue, il y a un problème. Ça, c'est un dossier que moi-même j'ai vu. Il dit que l'AICE n'a pas fourni le dossier. Quand il a dit ça, j'ai pris les choses, j'ai interpellé. On a pris le cahier de transmission de l'époque, on a bien vu. Ça a été signé, on a reçu les documents. D'accord. Et on ne lui a pas transmis. Il va réagir et puis on va prendre le téléspectateur. Il va réagir d'abord sur ce que le professeur vient de dire. Monsieur Barreau, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce sujet précis? Le non-lieu ou bien... Non, le fait qu'il y ait peut-être... est justifié par le fait de l'absence de documents que l'AICE, qu'on a demandé à l'AICE, que l'AICE n'a pas transmis. Il y a un problème de communication et de collaboration à ce niveau-là. Je suis parfaitement d'accord que dans les rapports entre l'AICE et puis les différents parquets, il peut y avoir des difficultés de communication. Je ne suis pas venu ici sur ce plateau pour chercher à soigner l'image du parquet, pour dire non, tout ce que le parquet fait c'est bien. Ben, c'est consubstantiel même à toute œuvre humaine. Il peut y avoir des défaillances. Mais est-ce que c'est une défaillance qui a été, c'est une défaillance, je dirais, voulue ou pas? Ça, je n'en sais rien. Et ça encore, si c'est le cas, je pense bien que l'AICE est aussi bien placé pour essayer d'investiguer sur ces faits. C'est pouvoir d'enquête s'étale aussi au magistrat. On avait dit que cette émission est participative. En deuxième partie, nous allons prendre le premier téléspectateur qui nous appelle. On m'a dit qu'il s'appelle Brahima Yambré de Ouarghaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Gongo. Ma question s'adresse premièrement au contrôleur. Même lorsque vous sortez, vous voyez la corruption, vous amenez à la justice et qu'il n'y a pas de réaction. Pourquoi vous vous taisez? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi poursuivre ceux-là qui ne veulent pas traiter les dossiers? Sinon, c'est comparable comme si vous avez balayé les saletés de la cour, la corruption de la route, pour aller déposer dans la poubelle de la corruption. Ma deuxième question, c'est toujours à lui. Qui contrôle l'ASE? Comme eux, ils contrôlent les autres. Et les gens, qui les contrôle? Merci beaucoup. Bon, il est déjà parti, malheureusement. Qui contrôle l'ASE? La réponse est très facile. L'ASE, elle est contrôlée par la Cour des comptes. Le compte de gestion de l'ASE est déposé chaque année à la Cour des comptes. Et c'est la Cour des comptes qui est chargée de contrôler
l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Et quand il y a des malversations à ce niveau-là? Ah oui, s'il y a des malversations, les mêmes sanctions vont tomber, et surtout pour les contrôleurs d'État. Si cela est le fait de contrôleur d'État ou de contrôleur général d'État, il y a une circonstance aggravante par rapport à leur statut. Je ne sais pas si M. Yambré est là pour sa première question, sinon je crois qu'il n'est pas là. Moi, je voulais insister sur le fait que, bon, on est d'accord avec les juges que, bon, ils ont beaucoup de dossiers, que les cabinets sont remplis de dossiers, etc., etc. Mais je pense que les acteurs même ont demandé à ce qu'on les forme. Quand on parle des pôles judiciaires, on a effectivement vu qu'il y avait nécessité de former un certain nombre d'acteurs sur ces questions. Et je pense qu'il y en a qui sont partis, ou en tout cas, ils ont demandé à aller en Europe, être formés, etc., etc. Donc ça, c'est des choses aussi. Bon, c'est la réalité. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un besoin de formation, en fait, des juges qui sont des généralistes pour qu'ils soient mieux spécialisés. Le problème de formation dont vous parlez. Monsieur Kerga d'abord. Okay. En fait, je voulais dire qu'en réalité, quand on dit qu'il y a un problème de formation, cela ne veut pas dire que le magistrat est totalement ignorant des questions de finances. En fait, vous savez que la formation doit être vraiment appréhendée à un long terme. Il ne faut pas viser l'immédiat. Et jusqu'à preuve de contraire, les formations qui se font aujourd'hui, moi je pense que ce sont des formations qui ne sont pas suffisantes. Parce que si on voulait être logique dans l'installation des pôles judiciaires, on devrait même essayer de voir un peu le profil des magistrats. Parmi les magistrats, il y en a qui ont des connaissances en économie, il y en a qui ont des licences, il y en a qui ont des 2-2, il y en a qui ont des diplômes en comptabilité, voilà, il y en a qui ont des DSS en comptabilité. Je pense que déjà on pouvait s'intéresser à ces personnes, les mettre en avant, voilà, pour eux au moins les formations, les séminaires, les formations de courte durée peuvent beaucoup servir dans l'immédiat. Mais à long terme, maintenant, il faut permettre à des gens, on peut suivre le travail et parallèlement suivre des formations dans des écoles comme l'ENAREF et autres. Nous, on a toujours réclamé ça au ministère, mais jusque-là, rien n'est fait à ce niveau. Mais quand cela détienne, et pour l'instant, c'est plus en fait l'insuffisance du personnel que la question de formation. Parce que si vraiment le personnel était étoffé, on allait engranger plus de résultats, vous allez avoir plus une perception positive par rapport donc, au travail qui est mené. Sinon, en réalité, nous sommes en phase d'installation. Donc, permettez aussi que, en tout cas, on ne soit pas au rendez-vous comme les gens veulent les choses ici et maintenant. Lucie Sawandogo des Ignarés nous appelle. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Ok, je voudrais dire bonsoir et merci au professeur Ibriga et son équipe. Moi, je suis agent de santé à Zignaré. Souvent, lorsque les équipes de l'ASE sortent pour les vérifications et les contrôles, je me demande si souvent ils vont au bout de leur mission. Parce que nous avons été coupés, excusez-moi pour le terme, abusivement par rapport aux indemnités de logement. Nous avons constitué les dossiers qu'il faut pour entrer en possession des corrections. Mais jusqu'à présent, depuis juin 2017, jusqu'à présent, rien n'est fait. Et ils disent qu'il faut revenir sur le terrain, constater les réalités avant de corriger. Vraiment, nous, on est mal à l'aise. Comme le professeur est là ce soir, nous voulons comprendre s'il y a de plus en plus d'explications ou bien des raisons autres que ce que nous connaissons là à fournir. Merci beaucoup. Je précise que c'était Noufou Sawadogo et non Lucie. Oui, donc, disons que sur ce point, c'est une investigation que nous avons eu à faire suite à l'enquête qui avait été faite sous la transition, où on a mis tout le monde au billetage pour pouvoir déceler s'il n'y a pas des paiements qui étaient indus. Et là, le gouvernement nous a demandé de regarder par rapport aux indemnités qui sont servies en nature aux fonctionnaires, par rapport aux questions de logement dans le domaine de la santé, de l'éducation et dans certaines professions comme l'agriculture et l'élevage. Et donc, les équipes sont allées sur le terrain. Elles ont constaté avec les autorités administratives
pour constater qu'il y a des gens qui étaient logés et qui continuaient de percevoir les indemnités. Et le constat, la photographie qui a été faite à un moment donné, quand nous sommes revenus et que nous avons rendu le travail, nous avons dit au gouvernement, à partir de maintenant, il est préférable pour vous, parce que la centralité de la chose ne permet pas une bonne gestion, il faut rétrocéder ces maisons-là aux communes et servir à tout le monde les indemnités. Et maintenant, ces gens vont contracter avec les communes, parce que certaines maisons n'étaient pas entretenues. Dans la mesure où vous allez loger dans une maison de fonction, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien, et vous n'avez plus l'indemnité. Alors que l'autre, il perçoit son indemnité, il va prendre une maison à 15 km de l'école, il vient chaque fois en retard, et vous êtes dans cette situation. Et donc, quand on a fait ce constat à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que pendant un certain temps, on n'a pas vu de réclamation. Mais brusquement, il y a eu toute une cohorte de réclamations. Les gens sont allés voir les autorités et ces autorités ont signé des certificats de non-logement. Et sur cette base, ils ont joint ces certificats. Et quand nous regardons certains certificats, la date d'émission de ces certificats, c'est postérieur à la période où nous étions là. Nous disons que ce n'est pas à nous. La SELC a fait son travail, nous avons transmis au ministère des Finances. C'est au ministère des Finances de prendre ses responsabilités. Et donc, chaque fois que les gens nous saisissent à la SE pour ça, nous écrivons au ministère des Finances, nous donnons la liste et nous disons c'est la solde. Parce que la SE n'a pas dit de couper. La SE vous a dit telle personne est dans telle situation. Maintenant, la solde se réfugie derrière cela et dit non, c'est la SE qui a dit de couper. Chaque fois que les gens viennent, c'est ce qu'ils nous disent, que la SE a dit de couper. Non, c'est une prestation indue. On a même vu des situations dans lesquelles les matrones et les gens qui devraient normalement loger à l'intérieur du district n'y logent pas. Et en plus de cela, des situations dans lesquelles les gens logent et ils perçoivent l'indemnité. Donc clairement, M. Moufou Sawadogo doit plutôt s'adresser à la solde. Aujourd'hui, la situation que nous avons faite, c'était à un moment précis. S'il n'était pas dans cette situation, si la direction de l'éducation ou la direction de la santé a donné son nom comme étant quelqu'un qui est logé et que nous vérifions au niveau de la solde qu'il perçoit l'indemnité de logement, nous sortons la liste de ceux qui sont en situation irrégulière, à charge pour la solde de corriger cela. D'accord. Alors, Lamoussa Boudou de Ouagadougou nous appelle. Bonsoir. Bonsoir, M. Gongo. Moi, ma première question va s'adresser à M. Barreau, à savoir quel devient le rapport d'enquête sur les magistrats. Parce qu'entre-temps, il y a eu des jugements. Bon, après, on a peu compris. Parce que comme sujet, on ne parle pas de corruption, on parle de monnayage. Et quel devient le rapport d'enquête? Ma deuxième question va s'adresser à M. Ibriga. C'est vrai que Bagoro, le ministre de la Justice, quand il est passé il y a 2 jours de cela dans l'émission, il avait dit qu'il allait prendre langue avec M. Ibriga concernant les rapports qu'il trouve parfois ne pas être exploitable. Est-ce qu'effectivement il a pris langue avec vous ou bien c'était un effet d'annonce juste parce que c'était la télé? Maintenant, ma troisième question va s'adresser à M. Simon. Pourquoi il n'y a pas un membre du gouvernement sur le plateau? Merci. D'abord, on avait voulu effectivement avoir un représentant de l'administration, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau du ministère de la Justice, mais bon, c'est M. Barreau qui nous a été envoyé et il se révèle être très intéressant aussi sur ce plateau. On ne va pas s'en passer. D'abord, M. Barreau. Merci bien, monsieur Gogo. Les rapports d'enquête de la commission d'enquête mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature
le téléspectateur, je suis tenté de dire qu'il n'est pas à la bonne enseigne. Parce que moi, je suis là pour le compte du parquet. Pour l'instant, le parquet n'a pas été saisi d'un dossier irrélatif. Le dossier, le rapport est certainement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qu'il ne représente pas. Donc, je ne suis pas habilité à lui donner Monsieur Kerga peut répondre à la question parce que les syndicats sont représentés. Ok, merci bien. Alors, que devient le rapport d'enquête sur les magistrats? Alors, le rapport d'enquête a été bien entendu traité et les magistrats qui étaient épinglés ont été sanctionnés. Maintenant, il y a une décision du Conseil d'État donc sur les différentes sanctions qui ont été prononcées. Voilà, la décision a invalidé donc les décisions qui ont été prises par le Conseil de discipline. Alors, nous n'avons pas à dire que la décision est telle ou telle, nous nous soumettons à la décision. Maintenant, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature a fait ce qu'il pouvait faire. Il appartient au ministère maintenant de donner des suites par rapport donc aux différents faits. Parce que bon, la décision, c'est surtout que la décision dit que, la décision du Conseil d'État dit que c'est la procédure qui est irrégulière. Voilà, il n'a pas analysé le fond. Donc, nous estimons que comme le ministère aussi est dans une logique d'assainissement, voilà, il va donner bonne suite à ce dossier. D'accord. Professeur. Oui. La question qui vous est adressée, c'est est-ce que le ministre qui a dit qu'il va prendre langue avec vous a déjà pris attache avec la LCE? Je pense que si le ministre va prendre langue avec l'ASE, il va écrire à l'ASE, et donc les procédures administratives étant des procédures administratives, il ne faut pas penser qu'au sorti du plateau, il a pris sa plume pour écrire à l'ASE. Ben, nous attendons ça depuis longtemps et je profite de cela pour dire que l'ASE a même introduit une demande auprès du ministère de la Justice pour avoir une mise à disposition d'un substitut du procureur auprès de l'ASE qui va nous permettre de mettre nos dossiers, comme on dit, de mettre nos dossiers en l'état pour que ça aille et que ça aille plus vite. Cette proposition, nous avons eu à le faire parce que la récrimination contre les dossiers de la SELC, je comprends pourquoi. Parce que la SELC a été pendant longtemps dans l'audit et le contrôle. Ce qui fait que ces dossiers n'étaient pas présentés selon la forme à laquelle sont habitués les magistrats. Mais maintenant, depuis l'adoption de la loi organique 082, il y a actuellement un département d'enquête et d'investigation au sein de l'ASE et les éléments qui sont là sont formés pour présenter leur rapport sous la forme de PV d'enquête préliminaire comme les OPJ. Et les officiers de police judiciaire. Voilà. Et donc, il y aura également, en 2019, un recrutement d'enquêteurs qui seront des policiers ou des adjudants de gendarmerie qui vont venir épauler l'ASE, ce qui fait que nos rapports en matière d'infractions, les infractions pénales ou les infractions financières, seront présentés sous la forme qui permettra aux juges de pouvoir les exploiter. Et c'est pour cela que nous demandons... M. Barreau, avant l'intervention du prochain téléspectateur, par rapport aux mesures annoncées. Les mesures annoncées, je pense que la demande a été adressée au ministère de la Justice, qui n'est pas représenté sur ce plateau. Je pense que certainement une réponse doit suivre. Non, mais sur le travail, ça va forcément faciliter votre travail désormais. Ça va faciliter notre travail, en tout cas dans le fond, toute collaboration avec la SCE, elle a bienvenue de notre point de vue, parce que c'est toujours dans la dynamique de l'efficacité. Nous rappelons que nous avions le même objectif. Nous n'avons pas un objectif qui diffère de celui de la SCE. Certainement, c'est dans la démarche qu'on n'arrive pas à nous comprendre par moment. D'accord. Monsieur Yacouba Ouedraogo nous appelle de Yako. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est bon. Je voulais participer à l'émission et vraiment je suis très content pour l'émission. J'ai constaté que bon, il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans le domaine de la santé. Les résultats sont très alarmants. Et on constate que vraiment c'est des résultats alarmants, mais on voit que c'est descriptif. Il n'y a pas de
il y a pas, ça dit que concrètement, il n'y a rien. On décrit, on voit que c'est alarmant, mais les solutions, on tarde. Souvent, on va nous parler de non-lieu. Et vraiment, on fait des efforts. Vraiment, les procès font des efforts. Par exemple, ils font tout. Les résultats sont bien trucs et c'est bien clair. Et souvent, on n'arrive pas. On décrit sur les descriptions. Vraiment, c'est pas intéressant. Mais je voulais qu'on prononce un peu dans le domaine de l'éducation, si c'est dans l'enseignement. Vous voyez que souvent, au niveau des établissements, les établissements sont coulés dans les dettes. Et souvent, on vient, et les financements, on dit que le financement vient dans le mois de août, juillet-août souvent, où les établissements sont fermés. L'argent revient à qui? Hein? On vient à la rentrée, les professeurs souffrent. On n'arrive même pas à démarrer des cours. Il faut que les enfants là commencent à payer pour qu'on commence les cours. Vraiment, c'est alarmant. La corruption, c'est partout. Surtout dans le domaine de l'enseignement, si on ne fait pas garde, vraiment, quelque chose qu'on va financer dans les établissements, s'il n'y a pas de suivi, vraiment, c'est grave. Voilà, donc vraiment, moi, c'est vrai, il faut décrire, il faut trouver des solutions, mais il faut vraiment aussi qu'on sanctionne. Voilà. Il faut qu'on sanctionne. Merci, M. Ouedraogo, parce que la deuxième, qui n'était même pas une question, n'avait pas forcément de lien avec notre sujet du jour. Mais, M. Ouetta, c'est vous qui avez fait un rapport au niveau de la santé. C'est ça. Et apparemment, là aussi, ça semble pas assez exploitable, selon M. Ouedraogo, parce qu'il dit que ce sont des commentaires, mais il n'y a rien de précis. Bon, je pense que l'objectif de notre rapport, c'était effectivement de faire un constat de la situation et de faire effectivement des recommandations. Et je pense que nous avons récemment discuté avec les différents acteurs au niveau donc de la santé, les magistrats, je veux dire les syndicats. Nous avons discuté aussi avec le ministère, nous avons discuté avec le RAM, donc une ONG. Donc on a réuni les acteurs pour que ensemble on puisse effectivement sortir quelque chose donc, de ce rapport-là. Donc on n'a pas fait le rapport pour simplement effectivement rester sur l'aspect descriptif, mais c'est dans un second temps de voir avec les différents acteurs qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons faire pour faire évoluer la situation. Merci, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci au Dr Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, M. Seydou Baro. Vous êtes substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Merci au Dr Claude Ouetta, secrétaire exécutif du RENLAC. Merci à vous, M. Nestor Kientega, vous êtes du syndicat burkinabé des magistrats. Merci à tous de nous avoir suivis, à toute l'équipe technique et aussi toute la coordination qui ont aidé à présenter cette émission. Le journal, la dernière édition, tout à l'heure avec Ruth Bini Ouattara.